Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo thématique concernant cette fois-ci l'empathie et l'hyper-empathie. Comme je le fais à chaque fois que je débute une vidéo sur YouTube, je prends toujours le temps de vous expliquer que j'exprime dans mes vidéos ma vérité, ma façon à moi de voir les choses, qui n'est pas forcément la vôtre ou qui n'est pas forcément la vérité, mais en tout cas je m'efforce de vous expliquer simplement les choses. Je pense que quand on met beaucoup de simplicité dans les explications, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans des grands débats philosophiques, puisqu'on peut faire très simple. Bien entendu, si vous n'avez pas cette vision aussi simpliste des choses que moi, et si vous avez votre vérité, je tolère bien évidemment, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de penser différemment. Pour débuter cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de la définition même de l'empathie. Ce n'est pas moi qui la donne, c'est le petit Larousse. Je n'ai pas été chercher très loin. Et lorsque j'ai cherché la définition même de l'empathie, le petit Larousse m'a dit que l'empathie, c'était la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce que cette personne peut sentir ou ressentir. Dans la définition même de l'empathie, on se rend compte que l'empathie est un trait de la personnalité qui se caractérise par une capacité à ressentir une émotion appropriée en réponse de celle qui est exprimée par autrui. C'est-à-dire tout simplement que l'empathe va donc ressentir par écho ce que la personne en face de lui peut sentir ou ressentir. Vu comme ça, c'est assez simple. Quand on prend en considération cette définition plutôt simple de l'empathie, on comprend donc que l'empathie est un sentiment totalement naturel et émotionnel en réponse avec ce qui se passe autour de nous. On va prendre différents exemples. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Vous recevez par exemple une amie qui vient boire un café chez vous. Cette amie est dans une phase de sa vie qui est très difficile, dans laquelle elle est très perturbée puisqu'elle est en train de vivre une grosse déception sentimentale. De ce fait, elle a besoin de se confier à quelqu'un. Coup de chance, c'est tombé sur vous. Vous êtes son amie pour le meilleur et pour le pire. Elle va donc venir vous confier ses frustrations, sa colère, sa peine, sa grande tristesse. Et vous, si vous faites preuve d'empathie, vous allez pouvoir ressentir et capter toutes ces émotions-là. Vous allez faire preuve d'empathie. Vous comprenez, vous vous mettez à sa place et vous pouvez comprendre ce qu'elle ressent sur l'instant. Ça, purement, c'est de l'empathie. Autre exemple qu'on a tous vécu, et vous allez voir, vous avez forcément vécu ça vous aussi, vous regardez un film où il y a une scène qui est très difficile à regarder. Exemple, c'est un film que je cite souvent quand je parle de l'empathie, c'est par exemple Les Petits Mouchoirs. C'est un film qui est extraordinaire et je vous conseille vraiment de le regarder si vous n'avez pas eu l'occasion. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas gâcher le suspense de la finalité de ce film, je suis pas là pour ça. Mais il y a une scène dans ce film qui est la scène clé, qui est la scène déterminante de ce film. Et je la mettrai en lien si vous voulez sous la vidéo, si vous avez envie de la regarder. Et ce passage, il est très intense. C'est la scène clé du film. Et quand on regarde cette scène, on se sent complètement envahi par les émotions des acteurs. Parce que vous avez en face de vous des acteurs qui sont d'une extrême qualité et du coup qui vont réussir à travers l'écran à vous faire ressentir l'intensité émotionnelle de ce passage. Je suis certaine que vous avez tous un jour regardé un film dans lequel vous avez senti les émotions monter, que vous avez fini en larmes. Moi, ça m'est arrivé des centaines de fois. Dans le top 5, on va dire, des films qui sont vraiment très intenses à regarder pour moi, il y a la scène finale de Titanic, je suis désolée, je reste une femme, la scène où Jack est en train de mourir dans l'eau alors que Rose est sur le panneau de bois. Moi, je suis désolée, je suis une femme, je regarde cette scène, à chaque fois je chiale. J'y peux rien, je suis empathique. Il y a aussi La Rafle. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec Gad Elmaleh. Gad Elmaleh qui est bien loin du coup des sketchs et de l'humour qu'il fait habituellement. Donc c'est vrai que transposé dans ce film-là, ça prend une autre dimension. Il y a La vie est belle, qui se passe aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très certainement parce que j'ai un problème avec cette période de l'histoire. Mais moi, ce film, je l'ai trouvé absolument merveilleux. Je l'ai trouvé beau et en même temps, je l'ai trouvé extrêmement triste. Il y a aussi... comment c'est le film? Ah, je n'ai pas de mémoire. Ghost.
Ghost, c'est un film aussi où il y a une intensité dans ce film, la scène finale. Si vous pleurez pas là-dessus, vous pleurez devant rien. C'est pas possible. Moi, je regarde ça, je suis absolument effondrée. Donc le cinéma, à travers le cinéma, on nous fait vivre des émotions. Ça peut être également la même chose sur des chansons, sur des musiques. Si vous vous laissez guider normalement par l'émotion qui est véhiculée par un média, comme ça, c'est obligé que vous sentez en vous l'émotion monter. On va prendre aussi exemple sur les expériences sociales qui sont aujourd'hui menées sur les réseaux sociaux. Vous avez une vidéo qui tourne beaucoup sur Facebook et sur YouTube où le principe c'est que c'est un homme qui rentre dans une rame de métro un matin, donc tout le monde est un peu isolé, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'isole complètement du monde extérieur. On est plongé dans un bouquin ou avec un casque sur les oreilles et il y a un homme qui rentre dans cette rame de métro et au bout de quelques secondes il se met à rire. Il se met à rire, et puis il a un rire qui est un peu communicatif. De ce fait, il y en a un qui rigole, puis deux qui rigolent, puis 10 qui rigolent, et au final, c'est toute la rame de métro qui rigole. Là, finalement, c'est aussi l'empathie qui fait qu'on a envie de rire. L'empathie, c'est ressentir tout ce qui est mal, la tristesse, le désespoir, la colère, la haine, pourquoi pas, mais c'est aussi ressentir tout ce qui est positif. Dieu merci, il y a une polarité. On peut ressentir le bien, mais on peut aussi ressentir le mal. En toute chose, il y a du bien et du mal. Donc l'empathie, c'est aussi réussir à éprouver de la joie quand on est dans un moment de joie, ressentir le bonheur, ressentir le plaisir. Tout ça, c'est lié à l'empathie. Il faut bien comprendre que ce n'est pas que du négatif. L'empathie, bien sûr, c'est pas forcément simple à gérer au quotidien, mais il y a aussi du positif à prendre. À mon sens, l'empathie, c'est donc quelque chose qui peut se travailler et se développer. Pour réussir à travailler son empathie, déjà, il va falloir sortir du schéma du « moi je suis », mon ego, ma petite vie, je suis égocentré, je ne m'occupe pas de l'extérieur, je pense qu'à moi. Donc justement, l'empathie, c'est pas du tout penser à soi, c'est penser aux autres. C'est une ouverture vers les autres. Donc si vous êtes je dirais, en train de regarder cette vidéo et que vous vous dites « ouais, moi aussi, il faudrait que je travaille ça », eh bien, essayez tout simplement de travailler sur l'ouverture vers les autres. Soyez conscient de ce que les autres vivent. Soyez conscient de ce que les gens peuvent traverser, de ce qu'ils peuvent sentir, ressentir, quelles sont leurs vies. Arrêtez de tenir compte que de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement centrés sur eux-mêmes, sur leurs petits bobos, sur leurs petits soucis de vie qui ne sont pas forcément des soucis d'ailleurs, mais ils vont oublier qu'il y a plus grave à côté. Donc ça aide à relativiser un petit peu. Moi j'ai des personnes des fois qui viennent me voir et qui ont des soucis qui ne sont pas des soucis. Je veux dire, si le seul souci que vous avez dans votre semaine, c'est de vous demander si vous achetez une voiture gris boréal ou gris souris et que vous en faites une maladie, je trouve ça débile, donc je vais vous le dire. Je suis désolée, je peux pas m'empêcher, je vais vous le dire. Arrêtez d'être con. Moi, j'ai des gens qui sont en train de mourir du cancer. Alors, venez voir avec moi, et puis vous allez voir ce que c'est le vrai problème d'une vie. Hein, on va relativiser. Il y a des enfants qui meurent de faim, pas forcément à l'étranger, hein, en France aussi ça arrive. Il y a des enfants qui vivent dans des foyers malheureusement où c'est catastrophique, où il y a des problèmes familiaux, des problèmes de violence, des problèmes d'alcool, des problèmes X ou Y. Ça, c'est malheureux. D'accord? Une voiture gris boréal ou gris souris, on s'en fout. Hein. Il faut réussir à relativiser. Je suis désolée, ça peut choquer ce que je dis, mais pour moi, c'est débile. On a tous des problèmes à différents niveaux. Après, c'est de réussir à classer ces problèmes selon une échelle d'importance. Et vous verrez que finalement, vous n'avez pas tant que ça de problèmes. En réalité. Ensuite, il faut savoir écouter les autres. Alors arrêtez de vous centrer que sur vous-même et que sur vos bobos, encore une fois, et écoutez les autres. Écoutez les avis, écoutez ce que les autres pensent. Allez même à la recherche de ce que les autres pensent. Ça peut passer par le monde associatif, pourquoi pas. Essayez de vous mêler à d'autres personnes pour essayer de voir exactement ce qui se passe dehors. C'est un principe clair et net. Et puis surtout, apprenez à ressentir vos émotions. Et là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mystère. C'est d'aller puiser en vous les émotions que vous avez peut-être enfouies ou que vous avez peut-être même oubliées. Les empathiques sont aussi des personnes qui ont de très bonnes oreilles. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est aussi un point fort. Une personne qui est empathique va de manière totalement incroyable et tout à fait inconsciente attirer vers elle des personnes qui ont besoin de parler.
Ça, c'est un phénomène que moi j'appelle le syndrome de la salle d'attente, et vous allez comprendre pourquoi. À moi, en tout cas, dans ma situation, ça marche à peu près 9 fois sur 10. C'est-à-dire que je vais aller dans une salle d'attente avec mes enfants parce que ils sont malades ou parce qu'on est chez le médecin ou chez le dentiste ou n'importe où, hein, c'est pas important. On va se retrouver dans une salle d'attente, vous pouvez être sûr. Mais quasiment à 100%, hein, c'est pour ça que je dis 9 fois sur 10 parce que voilà. 9 fois sur 10, il y a une personne qui va commencer à me parler. Mais de tout et de rien, ça peut commencer par, dis donc, il faisait froid ce matin, hein, dis donc, il faisait -1 en Bretagne ce matin. Oh ouais, mais cet après-midi, ils ont prévu 19. Parce que le sujet préféré des Français, c'est la météo. Hein. Vous savez pas de quoi parler avec quelqu'un, parler de la météo, ça marche toujours. Donc, il y a un point météo, et puis après, on dit, bah, dis donc, ça fait déjà 1 heure que j'attends. Ah oui, ah bah, de toute façon, elle est toujours très longue, hein. Elle est toujours très longue. Ok, très bien. Et puis, bah tiens, et ça va s'enchaîner, la conversation va partir, et de fil en aiguille, la personne, elle va commencer à me parler de pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a eu comme problème de santé, peut-être qu'elle a un problème avec sa fille, peut-être qu'elle a un problème avec son fils, enfin voilà. Quand on est empathique, on attire vers nous des personnes qui vont naturellement nous parler. Alors, est-ce que c'est énergétique? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une partie de nous qui, de manière totalement inconsciente, se dit, elle va pouvoir m'entendre. Donc je pense que c'est presque des rencontres, moi j'appelle ça les rencontres âme à âme. On dit que les rencontres sont toujours programmées dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Et je pense que quand on se retrouve à côté de quelqu'un dans une salle d'attente et que cette personne-là a besoin de nous parler, c'est parce que son âme a besoin de nous parler. Et notre âme doit l'écouter. Alors si l'empathie est quelque chose de vraiment difficile à gérer, on va parler après de l'hyper-empathie qui est encore pire. Si l'empathie, en définition claire, c'est ressentir et se mettre à la place d'eux, ressentir les choses, ressentir les énergies, ressentir tout ça, l'hyper-empathie, c'est un empathique multiplié par 10 000, par 100 000. C'est colossal, c'est-à-dire que on va capter tout ce qui va bien, mais aussi tout ce qui ne va pas bien, mais fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. C'est démultiplié. L'hyper-empathe a cette difficulté finalement de réussir à prendre du recul par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il traverse et par rapport à ce qu'il ressent. C'est-à-dire que très souvent, la personne qui est hyper empathique se met tellement à la place des autres qu'elle n'arrive plus à se remettre à sa place à elle. Donc on souffre presque d'un piège émotionnel dans lequel on est complètement englué, on n'arrive plus à prendre le recul nécessaire pour se remettre à sa place. Donc c'est vraiment très difficile à gérer et c'est surtout extrêmement fatigant. Une personne qui est hyper empathique, en général, c'est une personne qui est extrêmement fatiguée. Parce qu'une journée, pour elle, ça va être terrible. Il suffit qu'elle croise quelqu'un à 9h du matin qui va bien, elle va être bien. Mais si elle croise quelqu'un à 9h15 qui ne va pas bien, elle va être pas bien. Et puis si à 11h, elle croise quelqu'un qui est encore pas bien ou qui est en colère, elle va se trouver en colère. Donc au final, l'hyper-empathie, c'est comme si vous aviez une place dans un wagon sur une montagne russe émotionnelle et toute la journée vous changez d'une minute à l'autre, vous pouvez basculer dans je vais bien, je vais pas bien, je suis en colère, je suis fâchée, je suis bien, je suis pas bien, non je suis triste, non je suis déprimée, non je suis en colère, non enfin voilà. Donc au final, c'est un méli-mélo d'énergie et d'émotions qui se trouve tout le temps bouleversé d'une seconde à l'autre, vous pouvez changer. Vous avez l'impression d'être bipolaire. Voilà. Souvent, les personnes qui sont hyper empathiques me disent « mais j'ai l'impression d'être cinglée ». Non, tu n'es pas cinglée. C'est juste que tu vas pouvoir capter, malgré toi, toutes les énergies et toutes les émotions qui sont autour de toi. Donc forcément, c'est très compliqué à gérer. Et bien entendu, il faut réussir malgré tout à gérer ça. Mais c'est un véritable handicap sur lequel il faut travailler. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu les choses en parlant des principales, on va dire, caractéristiques des personnes qui sont empathiques. En général, une personne qui est empathique, elle va laisser une place tellement importante aux énergies, aux émotions, qu'elle va en oublier ce qu'elle vit. Tu vois, c'est un petit peu comme quand on va voir un film au cinéma. Le film, il était merveilleux. On va dire, ah, qu'est-ce qu'il est beau ce film, il est super, il est génial, j'ai pleuré, j'ai pris... Ah, vraiment, ça a été très dur, mais qu'est-ce qu'il était beau ce film. Et la personne, elle va nous dire, d'accord, mais de quoi ça parle? Eh ben, en fait, on a un peu oublié. On a un peu oublié parce que c'était tellement beau qu'on a gardé en mémoire toutes les énergies que ce film a provoquées en nous,
mais on a fini par oublier les détails de l'histoire, etc. Donc souvent on va répondre il faut aller le voir, il faut le voir, va le voir et puis tu comprendras qu'en fait il est bien. Voilà, donc ça c'est assez caractéristique des gens qui sont hyper empathiques, c'est qu'ils vont garder en mémoire simplement l'aspect émotionnel de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont entendu. Les gens qui sont hyper empathiques sont aussi hyper connectés. Donc ils vont pouvoir sentir et ressentir plus facilement les gens qu'ils croisent. C'est-à-dire qu'on a tous le bonjour ça va, comme j'expliquais tout à l'heure, salut ça va, oui. Et puis la personne qui est hyper empathique, elle va savoir si ce oui est franc, sincère, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Souvent, la personne qui est hyper empathique sent ce qui ne va pas chez l'autre de manière totalement inexpliquée. C'est un ressenti. C'est aussi ce qu'on peut constater lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on va se dire à l'intérieur, c'est bizarre, lui je le sens pas, ou elle je la sens bien, ou elle j'ai l'impression qu'il y a un problème, elle j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ça c'est l'hyper empathe qui a tendance à capter et à réceptionner tout ce qui est à l'intérieur et qui demande justement à être interprété par l'autre pour pouvoir mieux l'aider. Donc finalement, l'hyper empathe a des antennes qui lui permettent de capter des informations pour justement déceler ce qui ne va pas chez l'autre. Une grosse particularité des gens qui sont hyper empathiques, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à dire non. Ils ont beaucoup de mal à dire non, je ne peux pas, non, je ne pourrais pas te rendre service, non, je ne pourrais pas être là pour toi. C'est-à-dire que comme l'hyper empathe va avoir tendance à toujours se mettre à la place de fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, eh ben, on a peur de frustrer, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc on est toujours dans une espèce de mission où on se dit qu'il faut qu'on soit disponible pour tout le monde. Et c'est très dommage parce que de ce fait, on va croiser des gens qui vont nous prendre pour la bonne poire, qui rend toujours service à tout le monde et qui ne peut pas dire non. Donc il faut absolument travailler ce fameux non. Mais c'est une grosse particularité des gens qui sont hyper empathes, c'est qu'on a peur tout simplement de décevoir l'entourage. Dans la même logique, je sais que vous allez me dire oui mais c'est quasiment pareil, mais pour le coup j'ai pensé quand même insister là-dessus, c'est que très souvent l'hyper empathique pense que comme lui il est gentil, comme lui il rend service, la personne qui est en face de lui sera aussi gentille avec lui. Et c'est là où justement ça crée des frustrations chez la personne qui est hyper empathique et des réactions qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'elle est toujours dans cette logique-là. Si moi je suis gentil, les gens seront gentils. Si moi je rends service, les gens me rendront service. Alors que pas du tout, on n'est pas tous sur la même vibration, on n'est pas tous sur la même énergie, on est tous différents. Donc c'est pas parce que vous êtes gentil avec les gens que les gens seront gentils avec vous, et c'est pas parce que vous êtes dans la bienveillance que tous les gens que vous allez croiser seront dans la bienveillance. Donc ça, c'est un piège dans lequel les personnes qui sont empathiques ou hyper empathiques ont tendance à tomber, et du coup, c'est quelque chose à cause de quoi ils ont tendance à souffrir. C'est une source réelle de frustration et donc de déception. Dans la même logique, une personne qui est empathique ou qui est hyper empathique va avoir tendance à se soumettre aux besoins des autres, ce qui peut réellement poser problème, ne serait-ce que dans le contexte professionnel. Dans le contexte professionnel, vous êtes hyper empathique, donc ça veut dire que vous allez voir un collègue qui est en souffrance parce que lui, il a une masse de travail qui est énorme et qu'il a du mal à gérer tout ça. Eh ben, vous allez faire preuve d'empathie et donc vous allez lui proposer votre aide. Vous allez donc être sans cesse dans des problèmes de productivité sur votre propre poste, puisque au détriment de ce que vous avez à faire, vous allez avoir envie de rendre service aux autres. Sauf que le jour où vous allez vous retrouver complètement surchargé, ne vous dites pas que les autres auront le même sens de l'empathie que vous et prendront le temps de vous aider. Donc là encore, ça peut faire frustration et ça peut réellement poser problème, notamment dans certaines professions aussi qui sont liées à la santé, parce qu'on va vous demander de faire des choses qui ne sont pas forcément en phase avec vos valeurs et avec votre façon de voir les choses, avec votre vision, et du coup là encore ça peut créer de réels problèmes. Quand on est extrêmement empathique et qu'on travaille dans le domaine de la santé notamment, on va être extrêmement frustré. Bon nombre de personnes, et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs souvent dans mes vidéos, parce que comme je vais dans les hôpitaux, je suis en contact souvent avec les aides-soignants, les infirmières, les cadres de santé, etc., qui ressentent une énorme frustration par rapport à ce qu'ils ont imaginé en tout cas de ce contexte de travail, c'est-à-dire je décide de travailler dans le domaine de la santé parce que j'ai besoin d'aider les autres et que j'ai besoin de les accompagner, j'ai besoin de bien m'occuper d'eux parce que c'est quelque chose qui me correspond et j'ai envie de faire ça.
Et en contrepartie de ça, aujourd'hui, on est en train de parler de rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 minutes 30 pour faire une toilette à une personne âgée. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont malades, mais on n'a pas le temps de les soigner. Donc forcément, il y a un écart qui se creuse, qui est de plus en plus intense. Il y a énormément de gens qui ont ou qui sont dans des situations de réelle souffrance au travail. Et si jamais vous traversez ces situations-là, je suis absolument désolée pour vous. Moi aussi, j'ai été en souffrance pendant très longtemps au travail et je peux encore comprendre votre situation. Et je peux surtout vous donner beaucoup d'espoir en vous disant que parfois, avoir l'audace de quitter ce qu'on a pour aller chercher ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. D'accord? Et accrochez-vous. Parce que peut-être qu'un jour, vous aurez la chance et l'opportunité d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je vous souhaite en tout cas de trouver quelque chose qui corresponde mieux à vos valeurs personnelles. L'isolement, parce que c'est forcément par là que passent les choses parfois. C'est-à-dire qu'on a tellement plus de solutions face à tout ce qu'on vit que la meilleure solution est parfois de s'isoler du monde. Et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'on a tant que ça de personnes qui vivent dans l'isolement. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on ferme des portes, c'est-à-dire que, tiens, il y a quelqu'un qui m'a blessé, boum, je ferme une porte, j'arrête, j'ai plus envie de souffrir, je ferme la porte, j'ai plus envie. Tiens, j'ai eu un problème dans la famille, je sais pas moi, telle personne m'a déçu, boum, je coupe le lien, je ferme la porte. Petit à petit, on ferme toutes les portes qui sont autour de nous et on se retrouve seul avec nous-mêmes. Ça peut être une phase de reconstruction. Parfois, il est nécessaire de faire le vide autour de soi pour réussir à se reconstruire. Ça, je suis complètement d'accord, mais je pense aussi que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc, malgré tout, il faut quand même rester en lien avec des personnes extérieures. Ne vous isolez pas complètement. C'est très dangereux. Mais après, je peux comprendre aussi que quand on a été très déçu, au bout d'un moment, on en a marre de donner du temps, de l'énergie et d'être déçu à chaque fois, d'avoir de la frustration et de la colère et de l'incompréhension. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se renfermer. Pour autant, ne fermez pas toutes les portes. Une personne qui est empathe ou qui est hyper empathe est en colère, c'est vrai, contre le monde actuel, parce qu'ils vont sentir toutes ces injustices et toutes ces bêtises humaines fois 1000, fois 10 000, comme je disais tout à l'heure. Je parle par exemple des inégalités sociales. Aujourd'hui, les gens sont en colère. On n'a qu'à le voir hein, avec les gilets jaunes, les mouvements qui sont nés comme ça. On pourrait croire que c'est des rébellions. C'est pas vraiment des rébellions, c'est des gens qui disent là, on n'est pas d'accord. Là, il se passe ça, on n'est pas d'accord. Même si c'est un mouvement qui est très maladroit, les gilets jaunes. Mais je pense que c'est aussi une sonnette d'alarme pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on est empathique dans un monde matériel, comme on est aujourd'hui, eh ben, la bêtise humaine, l'injustice, les inégalités sociales, ça, c'est des choses que les gens ont du mal vraiment à comprendre. Après, bien sûr, il y a aussi la maltraitance animale. On voit de plus en plus de gens qui militent pour la cause animale, la déforestation, le non-respect de la nature. Toutes ces choses-là, les personnes qui sont hyper empathes, ça va les offenser au plus profond d'eux-mêmes, jusqu'à ne plus pouvoir prendre de recul par rapport à cette situation-là. Donc je pense que les personnes qui sont hyper empathiques, c'est pas des rebelles, c'est des personnes qui vont voir les choses d'une manière différente. Encore une fois, il ne faut pas être dans le jugement. Il faut se dire, d'accord, ok, eux ils sont pas d'accord, ils se manifestent comme ça, peut-être qu'ils ont raison. C'est une réflexion. Peut-être que ça devrait, je dirais, déboucher sur des réflexions beaucoup plus intenses, en se disant, oui, peut-être que là, ils ont raison. Peut-être que la maltraitance animale, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de fond. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Peut-être qu'il faudrait faire des préventions. Peut-être qu'il faudrait beaucoup plus communiquer là-dessus. Alors, dans un monde où on communique beaucoup, encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on ne communique pas assez. La personne qui est hyper empathique va avoir des problèmes aussi avec l'autorité. C'est-à-dire que quand on est dans un système, comme je parlais tout de suite, hein, quand on est par exemple dans le domaine médical et qu'on va dire à des gens, bah écoutez, vous avez décidé d'être infirmier, super, bravo, c'est génial, vous avez raison. Par contre aujourd'hui, faire du social, nous on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour écouter les malheurs, les bobos, les trucs. Aujourd'hui, on veut du résultat. Et forcément, vous allez être extrêmement frustré. C'est logique, tout le monde serait comme ça. Donc là, forcément, vous allez avoir un problème avec votre hiérarchie, vous allez avoir un problème avec le système, vous allez avoir un problème avec la vision très financière qu'ont aujourd'hui les gens. Aujourd'hui, on fait de la rentabilité, l'humain, on s'en fout. Ça peut choquer, hein. Si vous ne connaissez pas le domaine médical et que vous ne connaissez pas aujourd'hui la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux, mon discours peut être terrifiant. Mais allez le voir, allez voir.
avant de dire Elisabeth, dis donc, tu déconnes, t'es vachement négative. Non, 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 va dans les hôpitaux. Tu vas voir, il y a plein d'associations. Hein. Les gens vont dire ah bah moi, si j'avais le temps, j'irais faire du bénévolat. Mais tout le monde a le temps. Hein. Ça, c'est une excuse à 2 balles. On a tous le temps. Tu prends une journée de 24 heures, tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, il te reste 8 heures. Il y a une étude qui a prouvé qu'on passe 3h30 par jour à regarder notre smartphone. Donc t'arrêtes de regarder ton smartphone et tu vas aider les gens dans les hôpitaux. Tu vas voir. Et quand tu vas aller voir les gens qui sont dans les hôpitaux et que tu vas voir les gens qui sont malades, tu vas te dire non mais attends, c'est quoi ce délire? Bah oui, c'est quoi ce délire? Moi, je vais en soins palliatifs, par exemple, tu vois, parce que je fais de l'accompagnement en fin de vie. Ça m'est arrivé d'arriver dans des soins palliatifs et de trouver un monsieur, par exemple, qui est en phase terminale d'un cancer, qui s'est endormi dans son plat de purée, par exemple. Mais il s'est endormi dans son assiette depuis déjà un moment, hein, et personne n'a vu. Et les personnes avec qui je travaille et qui sont du personnel soignant hein, me disent, aujourd'hui, il ne faut pas tomber malade. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber malade, parce que si on tombe malade et qu'on n'a pas de famille en plus, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de visites, eh ben, c'est vrai, en tant que personnel médical, je ne peux pas le nier. Je vais avoir tendance à être un petit peu plus négligent sur une chambre où je sais que la personne n'a pas de famille, donc il n'y a personne qui peut débarquer à n'importe quelle heure, plutôt que sur une famille où ils sont très présents, donc ils peuvent arriver là à n'importe quelle heure de la journée. Donc je vais faire plus attention. C'est la réalité. Et en même temps, les nanas, elles se retrouvent souvent à 2, donc une aide-soignante et une infirmière, pour tout un service, quoi. Donc tu fais comment à 2 pour gérer tout un service? C'est impossible. C'est impossible. Mais encore une fois, on parle de rentabilité. Donc pourquoi mettre 4 personnes si à 2 ça peut le faire? Pourquoi dépenser plus d'argent en engageant des gens pour travailler dans le domaine de la santé, puisque ça marche comme ça? Après, je parle du domaine de la santé parce que c'est celui-là que je connais, entre guillemets, ou que je fréquente du moins le mieux. Mais après, je pense qu'il y a différents autres secteurs, notamment le social, et dont les gens, oui, d'accord, mais il faudrait trouver des gens pour les aider, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Les problèmes dans la protection de l'enfance. Mais la protection de l'enfance, mais ils sont complètement débordés. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans la tête que ces gens-là, autant empathiques que tu es, quand tu as des centaines de dossiers à gérer sur ton bureau, tu vas aller au plus urgent. Donc le plus urgent, c'est quand même le cas le plus catastrophique que tu as dans ta pile. Ça veut dire que tous les autres, ils se sont godèrent, ils vont passer quand on aura le temps. C'est terrifiant, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est la réalité. Il y a aussi un domaine d'ailleurs dans lequel il y a beaucoup de frustration pour avoir échangé avec ces personnes-là, c'est toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le système éducatif, les écoles, les lycées, où malheureusement, aujourd'hui, si tu rentres pas dans un moule, c'est très compliqué. Si tu rentres pas dans le fameux moule de la scolarité et que tu te démarques un peu du troupeau, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on cherche à formater les élèves. On ne cherche pas à exploiter le potentiel de chacun. Pas du tout. On s'en fout. Là encore, on s'en fout. On va essayer de tous les formater. Celui qui rentre pas dans le troupeau, on va le mettre sur le côté. C'est la réalité vraie, hein, pour le coup. Et là encore, j'ai échangé avec, que ce soit des instits, que ce soit des profs, que ce soit des maîtres de conférences, etc. Et tout le monde me tient les mêmes discours. Aujourd'hui, celui qui va sortir du troupeau, tant pis, on ne sait pas comment faire. Donc voilà. Donc où il se trouve lui-même, et alors là, super, alléluia, ou alors, eh ben, il se perd. Et il va complètement sortir déjà au niveau scolaire du système un petit peu éducatif classique. Et à partir de là, déjà, ça va être compliqué. Alors, quelques petits conseils pour réussir à prendre de la distance par rapport à l'empathie, par rapport à l'hyper-empathie. Alors, ça ne va pas être facile, hein, je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais par contre, je vous dirais quand même que ça vaut le coup, parce que il ne faut pas sombrer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui m'ont contacté parfois, et qui vivaient dans des situations de vie qui étaient telles, qu'au bout d'un moment, ils rentraient chez eux tous les soirs et ils pleuraient. Il y avait énormément de frustration. Donc, c'est important, quand vous sortez de votre travail, quand vous sortez d'une situation, de vous dire, hey, 2 minutes là, je me pose, stop. C'est pas moi. C'est pas moi qui vis ça. C'est pas moi qui ai ce problème. C'est pas moi qui traverse ça. Donc je prends de la distance. Je constate que moi, ma vie, elle va bien. Très important. Vous savez, je fais de l'accompagnement en fin de vie, comme je disais.
les premières fois où j'allais accompagner les gens comme ça qui étaient malades, notamment une fois où j'ai été appelée pour une femme qui avait un cancer poumon-oesophage. Elle avait 31 ans, cette femme, et elle avait 2 petites filles. Je suis rentrée dans la chambre où elle séjournait à l'hôpital. Je suis rentrée. Il y avait ces 2 petites filles qui étaient au pied du lit. Et il y avait le mari qui était là, qui était complètement désemparé, qui ne savait plus dans quel sens aller, pourquoi, enfin, il était perdu. Cette femme, elle était en train de mourir. Moi, à l'époque, j'étais fumeuse. Je fumais, et elle a fumé à l'excès, elle a eu un cancer. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, les 2 petites filles, il y en a une qui m'a regardée, qui m'a dit « Tu viens sauver ma maman ?» Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je réponds à ça, je veux dire, j'étais bouleversée. Je suis restée pendant 1 heure dans la chambre. Je suis partie. 1 semaine après, cette femme, elle est décédée. Quand je suis partie de cette chambre, je me suis dit que plus jamais j'allais allumer une cigarette de ma vie. C'était fini, terminé. J'ai arrêté de fumer instantanément. C'était un électrochoc pour moi. J'ai vécu ça comme ça a été un choc. De voir une femme de 31 ans mourir comme ça, en laissant derrière elle ses petites, son mari, ses amis, sa famille, enfin, c'est un tremblement de terre dans une famille. Je suis arrivée à ma voiture ce jour-là, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je me suis sentie, c'est comme si j'avais fait un espèce de transfert finalement. J'avais l'impression que c'était moi qui mourais, que mes enfants étaient comme ça, enfin, voilà, je savais plus qui était qui là pour le coup, j'arrivais plus à prendre de la distance. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit maintenant t'arrêtes Elisabeth, parce que si tu fais ça, à chaque fois que tu vas accompagner quelqu'un dans le deuil, à chaque fois que tu vas accompagner quelqu'un dans la maladie, si tu n'arrives pas à prendre de la distance, c'est toi qui vas te rendre malade. Tu vas te rendre malade parce que tu vois des gens malades. Donc, soit tu arrêtes de travailler avec les gens qui sont malades, ou qui sont dans le deuil, ou qui sont dans des phases de vie comme ça, soit tu fais autre chose. Et voilà, c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Mais prendre la distance ou fais autre chose, c'est toi qui vois. Et c'est vrai que il a fallu un certain temps pour que je réussisse à prendre de la distance avec les personnes qui sont malheureusement malades, et encore pire quand c'est des enfants. Je pense que là, c'est parce que je suis maman. Donc, je me dis que ce n'est pas normal de voir un enfant qui décède de maladie ou d'accident ou peu importe. Et à chaque fois, il y a toujours ce petit truc là où je me dis, mais si c'était toi, stop, Elisabeth, c'est pas toi. Stop. Moi, je vais rentrer à la maison. Dieu merci, mes enfants vont bien. Et à partir du moment où on part toujours en se remettant, en se recentrant sur soi, en se disant stop, non, j'ai pas le droit d'être malheureuse parce que moi, mes enfants vont bien. Moi, mes enfants, ils sont dans leur lit tous les soirs, ils vont bien. Mon mari va bien, donc stop, je ne suis pas malheureuse, je reviens à ma place et tout va bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire. C'est très dur, je ne dis pas que c'est facile, c'est très très dur. Mais par contre, ça vaut le coup. Pour se protéger, il va falloir aussi lutter contre les relations toxiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond du détail en sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur les relations qui sont toxiques. Mais, à titre d'exemple, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai publié sur Facebook, sur ma page Facebook, un lien concernant les personnes qui sont toxiques. Comment gérer les relations toxiques et comment couper les liens toxiques ou quelque chose comme ça. J'ai plein de personnes qui ont commenté ce lien en me disant « Oui, mais si la personne toxique, c'est ma fille. Oui, mais si la personne toxique, c'est mon mari. » Non mais peu importe. Peu importe. Si on arrive à analyser suffisamment, je dirais, hein, attention, c'est en faisant une analyse, hein, je vous dis pas comme ça, tiens toi t'es toxique, tu dégages. Non, non. Dans une réflexion, si vous arrivez à analyser une relation en vous disant c'est une relation qui est toxique, peu importe avec qui, ça ne justifie pas que vous continuiez cette relation alors qu'elle est toxique. Même si c'est votre père, votre oncle, votre tata, on s'en fout. Si c'est une relation qui est toxique, c'est une relation qui doit se terminer. Peu importe. Je suis désolée, hein, je sais, c'est très dur comme ça, et c'est très difficile de le faire, hein, je dis pas que c'est facile, mais par contre, là encore, ça vaut le coup, parce que je vous assure que quand vous réussissez à mettre à la porte de votre vie toutes les personnes qui sont nocives, et toutes les personnes qui vous font du mal, mais vous êtes complètement libéré.
libéré, délivré, pour le coup. Mais il faut avoir le courage, encore une fois, de le faire. Et là, c'est un vrai travail, c'est sûr. Mais peu importe qui c'est, et je dirais même, surtout si c'est votre famille, il ne faut pas tolérer ça. Personne n'a le droit de vous faire du mal. Et continuer, je dirais, à entretenir ce genre de relation, ça vous fait du mal. Donc vous faites du mal. Vous n'avez pas le droit de vous faire du mal. Donc, il est important de faire du tri dans les relations et de mettre fin à des relations toxiques si vous avez déterminé en amont qu'elles étaient toxiques. Ça aussi, c'est prendre du recul. Quand je dis de prendre du recul, je parle aussi de la télévision. Aujourd'hui, les informations, tout ce qu'on voit dans les journaux, c'est extrêmement négatif. Si vous êtes hyper empathique, regardez un journal télé, sauf si c'est le journal de Jean-Pierre Pernaut. Parce que Jean-Pierre Pernaut, il fait des... Son journal est absolument fabuleux. Il paraît qu'il fait tout ce qu'il ne faut pas faire en journalisme, mais pourtant moi j'adore son journal. C'est-à-dire qu'il parle du dernier sabotier dans les Vosges, au dernier cordonnier qui subsiste dans un petit village au fin fond de l'Allier. Enfin voilà, et puis des villages fleuris et des cités de caractère. Voilà, ça c'est un journal qui montre des beaux paysages et tout, c'est super, c'est mignon. Par contre, vous regardez BFM TV, en un quart d'heure vous êtes plombé. Hein. Ah ben là, y a eu des meurtres, des trucs, des machins, waouh, allez hop, là, je m'enfonce, je vais pas bien. Donc prenez de la distance avec les médias, prenez de la distance avec tout ce qui vous fait du mal. Si quelque chose vous fait du mal, cessez de le faire. Si quelque chose vous envoie du négatif, arrêtez de le faire. Privilégiez plutôt les choses qui vous font du bien. Plus vous allez faire des choses qui vous font du bien, et mieux vous vous sentirez sur le long terme. Autre conseil que vous allez trouver incroyable, mais pour travailler son empathie, à mon sens, il faut être égoïste. Je sais, vous allez me dire non mais moi c'est pas possible, hein. Moi je suis dévouée à mes petits-enfants, à mes enfants, à ma mère, à mon oncle, à ma tante, ouais, bah t'as raison. Eh ben, sois d'abord dévouée à toi-même. Tu verras que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et que si vous allez bien, les autres seront bien. Donc, il faut être égoïste, un minimum. D'accord? Je ne parle pas d'excès, je parle d'un minimum. C'est-à-dire qu'il faut penser à, quand on va vous demander un service, tiens Elisabeth, est-ce que tu peux me rendre tel service? Moi je réfléchis, alors attends, bouge pas. Tu me demandes ça, est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Oui. Ok, ça me fait plaisir de le faire, j'ai la possibilité de temps de le faire, j'ai la possibilité de l'énergie. Ok, je vais le faire, je suis en phase, je suis alignée, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. On va me demander un service, j'ai envie de le faire? Non. Pourquoi j'ai pas envie de le faire? Bon, parce que quand moi j'ai demandé un service, on me l'a pas rendu. Voilà. Ok, très bien. Et puis en plus, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, et puis j'avais prévu autre chose. Elisabeth, tu peux me rendre service? Non. Alors, je sais, ça peut surprendre, hein, mais avec moi, quand je vous dis oui, c'est que c'est toujours sincère. Si je vous dis non, bah, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je peux pas, j'ai pas le temps. Bah oui, ça arrive, voilà. Donc au début, quand j'ai commencé à dire non, je donnais une excuse. Je disais non, je peux pas parce que j'ai autre chose, voilà. Je peux pas parce que je suis malade. Enfin, on a tous fait ça. Hein. Si, on a tous fait ça. Dans la vraie vie, on fait tous ça. Tiens, tu viens manger samedi soir? Oh, je peux pas, je suis malade, j'ai une gastro. On l'a tous fait. Donc, ça, c'était avant. Et maintenant, quand on me demande quelque chose et que j'ai pas envie, je dis bah non. On me dit bah pourquoi non? Bah parce que j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, non, voilà. Donc voilà, maintenant tu sais, maintenant les gens qui sont autour de moi savent que si j'ai envie, je vais dire oui, et que du coup c'est toujours sincère, je suis toujours sincère avec les gens. Si j'ai envie de faire plaisir, je fais plaisir. À l'excès d'ailleurs, j'ai un problème avec l'excès. Je travaille moi aussi là-dessus. Mais je vais faire plaisir fois 1000 pour le coup, parce que j'ai vraiment envie de faire très 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 plaisir. Sauf que si j'ai pas envie de le faire, bah je le fais pas. Bah voilà, c'est toujours la manière d'être aligné avec moi-même. Et je pars aussi du principe que si moi je vais bien, je vais rayonner positivement, donc je vais faire du bien à mon entourage. Si je vis dans la frustration et que je suis soumise aux besoins de tout le monde, je vais pas être bien. Je vais être énervée, agacée, frustrée. Donc je vais être négative, donc je vais faire du mal aux gens qui sont autour de moi. Enfin, du mal. J'entends, mais je vais rayonner négativement, on va dire. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si moi ça me fait plaisir, je le fais. Ça me fait pas plaisir, je le fais pas. Alignement, je sais, c'est compliqué, parce que c'est très très loin du principe éducatif qu'on reçoit quand on est enfant.
Quand on est enfant, on nous dit toujours ça. Fais plaisir à ta mère, fais plaisir à ton père. Si tu fais ça, tu seras gentil. Si tu donnes ça, ce sera bien. Enfin, tu vois, ça c'est les trucs qu'on nous apprend quand on est enfant. Ce qui est une véritable bêtise. Non. Ça te fait plaisir, mon chéri? Non. Eh ben, le fais pas. Voilà. C'est moi que c'est assez incroyable, mais c'est une manière que j'ai de faire les choses aujourd'hui avec mes enfants. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont un petit peu obligatoires, hein, les devoirs, les choses comme ça, mais c'est vrai que je leur laisse beaucoup de marge de manœuvre pour qu'ils puissent s'exprimer comme ils ont envie, quand ils ont envie, voilà. Et je pense que ça peut leur faire que du bien. Autre conseil pour réussir à prendre de la distance par rapport à son empathie, c'est aussi de construire une bulle de protection. Alors là aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant les protections psychiques et spirituelles. Je mettrai le lien sous la vidéo. Ça consiste tout simplement tous les matins à s'imaginer qu'on est dans une espèce de bulle. Et dans cette bulle, il n'y a absolument rien de négatif qui peut nous atteindre. On est protégé pour la journée entière. Alors, ça peut paraître un peu simpliste, hein, ce que je dis, mais c'est une excellente méthode de protection psychique et ça peut, là encore, vous sauver la vie et vous aider à prendre de la distance par rapport à toutes les émotions que vous allez croiser dans votre journée. À un moment donné, il faut arrêter de faire l'éponge. Autre méthode pour réussir à se protéger des personnes qui sont autour de nous et à réussir justement à prendre de la distance, c'est par le biais de la lithothérapie. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez bien que je suis complètement adepte de ces petits cailloux que j'utilise pour différentes raisons, mais c'est vrai que je recommande aussi la lithothérapie aux personnes qui sont empathiques ou hyper empathiques. Vous verrez, si vous adoptez la lithothérapie, mais surtout si vous essayez de bien comprendre comment utiliser la lithothérapie, ça va faire des petits miracles dans votre vie. Donc la première pierre que je recommande en général pour réussir à prendre de la distance avec les gens, c'est l'améthyste. Alors, il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, « Oh, bah ce serait bien que tu nous montres tes pierres. » Mais pas de souci, tu vois, regarde, je vais te faire un retour de caméra. Hop là. Et je vais te montrer la géode que j'ai achetée il y a quelques jours à Brocéliande, puisque j'ai été faire un tour à Brocéliande avec mon atelier. Et j'ai flashé sur ce petit caillou. Donc tu vas me dire, c'est un gros caillou. Oui, mais il y a des plus gros cailloux. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous balader avec une géode dans la poche, hein, parce que ça va faire gros quand même. Mais vous pouvez utiliser des petites pierres roulées comme ça que vous trouverez. Ça coûte 2-3 €, c'est pas très cher, hein. Vous pouvez les placer dans votre poche, mais vous pouvez aussi les porter en bracelet ou en pendentif. Voilà. L'améthyste a la particularité d'améliorer la conscience spirituelle. C'est une pierre de protection, mais qui n'est pas une... Comment je dirais ça? C'est une pierre de protection douce. Ok? C'est-à-dire que quand on a un problème d'empathie, on peut très bien utiliser l'améthyste. Par contre, si vous avez, je dirais, besoin d'une protection beaucoup plus forte face à des travaux que vous faites, etc., c'est pas du tout adapté. Mais une personne ou un enfant, par exemple, qui est hyper empathique, peut très bien porter un bracelet d'améthyste. Pourquoi pas? Ça va avoir tendance, l'améthyste, à transformer le négatif en positif, pardon, et non pas le contraire, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Elisabeth ne fait pas de bêtises. Donc, vous pouvez aussi vous balader avec cette pierre dans votre voiture. Ça aussi, je fais juste une parenthèse. Seconde pierre que je recommande généralement pour les personnes qui sont empathiques ou hyper empathiques, c'est la topaze bleue. Donc moi elle est brute, hein, bien sûr, c'est encore un morceau qui est assez gros, mais vous pouvez également le trouver en pierre roulée, pas de souci. La topaze bleue, c'est une pierre qui est assez importante pour les personnes qui sont empathiques parce que ça vous aide à prendre du recul et faire preuve de discernement, prendre de la hauteur par rapport à une situation pour voir justement la situation dans son ensemble, dans sa globalité. Donc c'est une pierre qui peut aussi vous aider dans, je dirais, les tensions qui sont causées au travail ou par votre vie amoureuse, par votre vie affective et tout ce qui est en lien avec l'environnement social en général. Ok, donc vous pouvez encore une fois l'offrir même à un jeune ado ou à un jeune enfant, il n'y a pas de souci, c'est une pierre qui sera absolument bénéfique pour le porteur. Troisième pierre, et pas des moindres, ce sont les fossiles. Alors les fossiles, j'en ai pas avec moi aujourd'hui puisque j'ai tendance à semer mes cailloux un peu partout. Donc je crois que j'en ai en haut, mais j'en ai pas ici. Donc les fossiles, ont la particularité d'avoir une signature énergétique qui aide les personnes qui sont empathiques ou hyper empathiques à se centrer sur soi et à s'ancrer au sol.
tout ce qui est lié au sol, l'enracinement. Ça permet de garder les pieds sur terre, ça permet de relativiser, de prendre du recul, de se centrer sur soi. Donc tous les fossiles sont bons. Si jamais vous avez l'occasion d'en acheter, achetez-en. Ça peut réellement vous aider à prendre du recul et à vous centrer sur vous-même. Mon chouchou. Mon chouchou que j'utilise beaucoup et que d'ailleurs j'ai acheté en pendentif, vous voyez, je le porte de temps en temps, surtout quand je vais voir des gens qui sont malades ou quand je vais dans les hôpitaux pour réussir à prendre de la distance, encore une fois, c'est le lapis lazuli. Donc ça, c'est une pierre qui est bien connue, hein. C'est une pierre de protection qui aide justement à ne pas se mettre sous l'influence d'eux. Il permet aussi de rester objectif sur soi-même, de prendre, je dirais, d'entreprendre. C'est-à-dire que c'est une pierre qu'on va utiliser quand on fait un travail personnel, quand on veut prendre de la distance avec les gens, qu'on veut se centrer encore une fois sur soi pour réussir à garder l'esprit clair. Donc si vous avez tendance à être dans un milieu par exemple où vous êtes par exemple dans le domaine de la santé, on va rester là-dessus. Si vous croisez beaucoup de monde avec des énergies différentes, avec des émotions différentes et que vous avez besoin vous de rester centré sur vous-même et de conserver, je dirais, l'esprit clair, vous pouvez tout à fait porter une lapis lazuli ou alors en collier ou en bracelet, hein, peu importe, mais c'est une pierre que je recommande grandement parce que j'ai d'excellents résultats avec. Gardez en mémoire, de toute façon, que les pierres qui sont de couleur bleue travaillent sur l'émotionnel. D'accord? C'est un mémo technique. Je fais ça comme ça, hein, parce que sinon, moi, j'y arrive pas. Vous savez bien, j'ai pas de mémoire. Donc, les pierres qui sont de couleur noire, en général, sont là pour les protections psychiques, quand on fait des travaux, quand on a besoin de se protéger des énergies, des entités, des choses comme ça. Les pierres noires. Les pierres bleues, en général, sont plus liées à tout ce qui est relationnel, tout ce qui est émotionnel. Donc le lapis lazuli, très bon exemple, la topaze bleue, très bon exemple, et il y a aussi la turquoise. Alors la turquoise, on la trouve beaucoup en bague. Donc si vous avez la possibilité de garder des bagues dans votre travail, que ça ne gêne pas, je veux dire, vous pouvez très bien mettre une bague avec une turquoise dessus. La turquoise, c'est une pierre qui permet de lutter contre la négativité. Ça permet de dissiper les énergies négatives qui sont autour de vous. Donc quand vous êtes dans un climat qui n'est pas forcément simple, quand vous travaillez dans un milieu professionnel où il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pression, il y a des gens qui ne sont pas forcément très sains, vous pouvez porter cette pierre, il n'y a pas de souci. Ça fera une énergie très apaisante posée sur votre main ou posée sur votre bracelet. Ça peut encore une fois vous aider à faire preuve de discernement et puis surtout à prendre du recul, puisque c'est le gros problème des gens qui sont empathiques. Voilà, alors bien entendu, il existe des centaines de pierres différentes. Je ne suis pas du tout spécialiste en lithothérapie, même si j'utilise beaucoup les pierres, c'est pas du tout mon activité, c'est pas mon métier. Donc je vous recommande pour plus d'informations de vous rendre en boutique de lithothérapie où un spécialiste dans ce domaine pourra vous donner tous les conseils pour entretenir vos pierres, pour les charger et pour les entretenir le plus longtemps possible. J'espère en tout cas que toutes ces astuces, tous ces propos vont vous aider réellement à faire le point sur vous-même. Peut-être même qu'à travers différents propos, vous vous êtes senti concerné par l'hypersensibilité, par l'empathie. Et j'espère très sincèrement que cela va pouvoir vous aider à mettre des mots sur les mots. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!